la question des métiers de la recherche est un thème important dès lors qu'on parle de transformer la gouvernance de la recherche. Bon, d'abord, quand on parle de gouvernance de la recherche, on veut gouverner une activité, faire de la recherche. Et l'activité, elle est faite par des professionnels. Si on veut être opérationnel, si on veut être dans l'effectif, dans le réel, on doit aussi rentrer dans comment les gens vivent ça de l'intérieur. Et donc, on doit s'adresser au métier, aux relations entre les professionnels, à la culture que ces professionnels partagent entre eux, à ce qui leur serve également de point de repère, de sens aussi, ce qui fait sens pour leur travail. Si on néglige ces questions-là, on aura du mal à attraper la gouvernance de la recherche. Maintenant, si l'on pense aux transformations nécessaires ou souhaitées dans le travail des chercheurs, les transformations dans les métiers des chercheurs, est-ce que tu peux nous parler des quelques pistes que tu vois comme étant importantes pour accompagner cette mutation dans le travail des chercheurs? Alors, je crois qu'il y a une première piste fort importante, c'est l'idée d'avoir des produits de recherche qui sont semi-finis. Ils laissent la place à la réinvention par le paysan de la proposition qui est faite par le chercheur. C'est tout le problème actuellement qu'on a des chercheurs qui proposent des solutions finies à des paysans. Alors, ça répond bien à certains paysans et ça exclut d'autres paysans, et souvent beaucoup d'autres paysans. Tandis que si on a une réponse qui doit être retravaillée, chacun peut la reprendre et la retravailler à sa manière. Donc ça, c'est une première recommandation vraiment importante. Une seconde recommandation, c'est vraiment, pour moi c'est essentiel, c'est coupler les différents angles de recherche. En même temps qu'on se pose une question technique, on doit se poser une question sociale, une question politique et une question économique. Ces 4 dimensions sont absolument inséparables. Pourquoi? Parce que dès qu'on a une solution technique, on a implicitement une solution politique qui s'impose d'office. C'est-à-dire que chaque solution technique a une sorte de code génétique, politique, social et économique. Donc à chaque solution technique correspond un certain modèle d'économie, un certain modèle de société finalement. Donc si on travaille sur le technique seulement, on s'empêche d'aborder les autres aspects. Et si on travaille que sur le politique, on ne se rend pas compte que le politique doit être traduit en matérialité, en des choses qui sont concrètes, opérationnelles. Donc ça, c'est l'aspect technique. Donc c'est travailler 4 facettes en tant que chercheur, en tant que question de recherche. En même temps, ça me paraît être une solution intéressante. Alors, la faisabilité n'est pas toujours facile parce que les gens ne sont pas préparés pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui seraient importantes? Voilà. Moi, je crois qu'il y a encore 2 autres pistes importantes. C'est la question du protocole. Alors, les chercheurs, ils tiennent beaucoup. Pour eux, c'est important, avoir un protocole, parce qu'ils s'adressent à une communauté de chercheurs qui a des habitudes, qui a aussi des rituels, qui a aussi des croyances, et aussi des critères de qualité, des critères d'identité aussi. Je suis un bon chercheur parce que je suis capable de mettre en œuvre le bon protocole. Donc il ne faut pas oublier ces choses-là. Voilà. Donc en même temps, on a affaire à des paysans qui sont dans des situations difficiles à prévoir, avec des protocoles qui ne peuvent pas être figés au départ, parce que les questions, elles, vont évoluer. Donc la qualité de la recherche peut aussi être appréciée, non pas seulement à la fin du processus, mais aussi tout au long du processus, quelle était sa capacité à accueillir l'inattendu, ou bien à accueillir des sensibilités nouvelles, des paysans qui au départ se taisaient et puis qui prennent la parole, des petits paysans qui n'osaient pas prendre la parole. Puis après, chemin faisant, ils sont à l'aise, ils commencent à sentir qu'ils ont leur mot à placer, et ils prennent la parole. Du coup, ça change la recherche. On ne peut plus faire seulement ça, il faut faire un peu autrement, ou introduire des paramètres nouveaux. Voilà, donc ça veut dire aussi que le protocole doit être capable d'accueillir ces éléments nouveaux. La 4e piste que je pense absolument indispensable, c'est la question de la validation. Voilà. Alors, on a bien vu qu'il n'y a pas de bons résultats en tant que tel. Il y a tout le travail de construction de la pertinence du résultat. Donc ça, c'est différent d'avoir un résultat technique avec toutes ses données chiffrées, bref, sa matérialité scientifique, si on veut. Autre chose est de construire sa pertinence. Or, la pertinence, ça se construit dans le débat, dans la discussion, dans l'échange, et dans l'échange avec des gens qui ont une position différente. Donc il y a la question de la pertinence qui peut être un élément fort important, puis il y a la question aussi, en fin de compte, ce résultat-là, il est pour qui? Et il est aux dépens de qui? Il est au profit de qui?
c'est une question qui ne sort pas comme ça naturellement d'un protocole de recherche, d'un carré randomisé, quoi. Non, ça c'est une question qui se discute avec des gens qui ont des positions différentes, des intérêts différents, qui prennent des risques éventuellement à prendre telle ou telle position. Voilà. Donc c'est pour ça que la question de la validation collective, interactive et délibérative, au sens où il y a du débat, et pour moi est fondamentale pour donner un poids à la recherche et aussi pour garantir qu'elle ait une suite. Parce que pourquoi les résultats restent dans les tiroirs? Parce qu'on s'est maintenu à une seule perspective. Le résultat valable en tant que tel par rapport peut-être à un protocole scientifique. Oui, c'est parfaitement exact, c'est bon, c'est génial. Mais le résultat est obligé de prendre place dans un contexte social, politique, culturel qui, lui, est parfois complexe. Donc la validation permet d'accueillir le résultat et de préparer son rebond dans la société et de préparer aussi sa capacité à jouer un rôle dans la construction de cette société-là. Parce que c'est ça la recherche aussi, c'est pas seulement répondre à des gens qui ont des problèmes ici, c'est également répondre aussi à voir ce problème-là n'est souvent que le symptôme d'une question de société. Quel est le rôle et les aptitudes des paysans nécessaires pour une réelle recherche participative? Je crois que le point de départ, c'est un travail sur comprendre d'où on vient, d'où on est. Je parlais tantôt de paysans réflexifs et vigilants. Je pense que c'est une condition fondamentale. Pour être capable de rentrer en discussion avec l'autre, qui est différent, il faut bien comprendre d'où on part soi-même et de quelle différence on est porteur. Nous, paysans, qu'est-ce qu'on porte finalement? Si on n'a que le problème comme transaction avec l'autre, ben c'est pauvre. C'est pauvre parce qu'on est en train de dire, voilà, moi je n'existe que dans votre regard, que parce que j'ai un problème, parce que je n'ai pas. Or, les paysans, ils ont des choses. Et tout le problème, c'est savoir aussi mais parler aussi de ce que vous avez. Après, quand vous parlez de ce que vous n'avez pas, si vous parlez de ce que vous n'avez pas et que vous dites en même temps ce que vous avez, on comprend. Vous n'avez pas ceci, mais vous avez ça. Et peut-être qu'on comprend mieux comment il faut articuler ces choses-là. Mais si on se présente comme ceux qui n'ont pas, à ceux qui sont censés avoir, on arrive rapidement à un rapport de force, de facto. Puisque ceux qui savent, ils ont le pouvoir, ils ont la main haute, quoi. Ce sont ceux qui ne savent pas. Donc le travail à faire chez les paysans, c'est celui-là. C'est arriver à bien comprendre. Donc, nous, on est capable de ça. Nous, on contrôle bien ça. On maîtrise bien ceci. On est à l'aise là-dedans. Ça, par contre, là, on n'est pas à l'aise. Et donc, il faut bien identifier ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Est-ce que les causes de ce qui ne va pas, est-ce que c'est nous ou bien est-ce que c'est à l'extérieur de nous? Ça, c'est une question très importante. Il faut bien voir, parce que souvent, on a un problème. On s'adresse aux chercheurs, et en fait, quand on creuse le problème, on se rend compte que l'origine du problème, c'est chez ceux qui le demandent. Donc on s'adresse à des gens qui finalement n'ont rien à voir dans le problème, quoi. Voilà. Et sur le plan personnel, comment est-ce que vous avez vécu ces quelques journées passées avec nous? Alors, je vais peut-être parler de la préoccupation qui m'a habité là, depuis le début, quoi. Comment ne pas parler d'autorité? On m'a présenté comme docteur. Ça commence bien, là. Docteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu au-dessus, quoi. Alors, quand je réagis, quand j'apporte ce que j'ai à dire, quoi, comment faire en sorte que cet apport ne soit pas enveloppé d'arguments d'autorité? C'est juste parce que c'est un grand type, ou parce que c'est un type qui a un grand diplôme. Ça m'a préoccupé. C'est pour ça que j'ai régulièrement dit, attention, je suis étranger, c'est selon ce que moi je crois. Mais c'est pas, peut-être que je ne comprends rien à ce qui se passe chez vous. C'est d'ailleurs sans doute le cas. Voilà. Donc ça, c'est une préoccupation qui m'a habité et qui est difficile. C'est difficile cet exercice-là parce que vous êtes placé en position de témoin. Alors l'écart entre le témoin et l'expert, c'est difficile à gérer. Comment rester dans son rôle de témoin, celui qui a vécu quelque chose et qui partage ce vécu avec d'autres, et ne pas basculer dans celui qui a vécu et qui maintenant connaît, l'expert, quoi, celui qui sait, et qui sait définitivement et qui peut imposer sa réponse. Voilà. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai eu du mal à rester dans la position de témoin. J'ai pas de problème à le dire, hein. C'est pas facile.